Le Tyrannosaurus rex, ce prédateur redouté et figure emblématique du règne animal, est considéré comme le souverain incontesté des dinosaures. Depuis sa découverte en 1902, cette créature fascinante a captivé l'intérêt des scientifiques et du grand public. Cependant, malgré sa réputation effrayante, d'autres créatures pouvaient rivaliser et même vaincre le T-Rex. Parmi ses véritables adversaires se trouvait le Triceratops, un herbivore étonnamment redoutable. Malgré son régime à base de plantes, ce dinosaure impressionnant possédait 2 cornes imposantes, ainsi qu'une plus petite, en plus de sa structure osseuse renforcée, qui constituait une défense efficace contre de terrifiants prédateurs tels que le T-Rex. Ce dinosaure démontre bien que les herbivores n'étaient pas à prendre à la légère. Ses cornes redoutables, atteignant environ 30 cm de large à la base et se terminant en pointe acérée, pouvaient transpercer n'importe quel prédateur, y compris un T-Rex. Le Triceratops arborait également un crâne colossal, muni d'une large collerette osseuse, solide et protectrice, ornée de petites cornes. De la pointe de son bec au bord épineux de la collerette, la tête du Triceratops pouvait atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres et pesait près d'une tonne. Cette structure gargantuesque, la tête du dinosaure, était reliée au corps par une articulation à rotules, ce qui permettait au Triceratops de tourner la tête avec une grande agilité et de brandir ses cornes pour repousser les prédateurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles un T-Rex qui décidait de s'en prendre à un Triceratops prenait en réalité un risque conséquent. L'issue d'un combat entre ces 2 géants pouvait varier considérablement. Le roi des dinosaures pouvait triompher et savourer le festin tant attendu. Mais il n'était pas rare que le chassé devienne le chasseur, retournant la situation à son avantage. Et si nous explorions maintenant quelques faits plus insolites et méconnus sur ces créatures fascinantes que sont les dinosaures? Saviez-vous, par exemple, que les dinosaures ne rugissaient probablement pas? Les scientifiques pensent qu'ils émettaient plutôt des sons doux, semblables à des roucoulements. Ils produisaient vraisemblablement des sons comparables à ceux des autruches, qui émettent des grondements, ou des colombes, qui roucoulent. En effet, de nombreux oiseaux modernes utilisent une méthode de communication appelée vocalisation à bouche fermée, où les sons sont générés en gonflant la gorge plutôt qu'en faisant passer de l'air par le syrinx, l'organe vocal des oiseaux. Autrement dit, les films Jurassic Park se sont lourdement trompés. Beaucoup des premières reconstitutions de dinosaures ont été influencées par les sons effrayants que l'on associe à des prédateurs modernes, tels que les lions. Dans les films, les dinosaures apparaissent souvent la gueule grande ouverte lorsqu'ils produisent des sons, à l'instar des lions lorsqu'ils rugissent. Toutefois, les véritables dinosaures n'agissaient probablement pas ainsi, surtout avant d'attaquer leur proie. Ils n'auraient pas cherché à signaler leur présence à d'autres animaux à proximité, surtout lorsqu'ils étaient en quête de nourriture. Le Quetzalcoatlus, appartenant au groupe ancien des ptérosaures, était le plus grand animal volant à avoir jamais existé sur Terre. Cet être de la taille d'une girafe avait des membres graciles, un bec incroyablement long et une envergure impressionnante de 12 mètres. Les chercheurs estiment que ces créatures utilisaient probablement leurs ailes repliées en guise de pattes et se déplaçaient donc sur 4 membres. Découvert il y a environ 50 ans, le Quetzalcoatlus reste un sujet d'étude complexe pour les scientifiques, qui peinent encore à reconstituer les détails de son mode de vie. Par exemple, on se demande encore comment il parvenait à soulever son immense corps du sol pour prendre son envol. Quelle que soit la réponse, cet animal offre un aperçu fascinant des plus grands volatiles ayant jamais existé. Une des raisons pour lesquelles il a été si difficile de percer les mystères du Quetzalcoatlus est liée à ses os creux, similaires à ceux des animaux volants modernes qui facilitaient son vol. Mais lorsque ces os fragiles, semblables à des chips, sont préservés dans des roches extrêmement dures, leur extraction sans les endommager représente un défi majeur. Le Tyrannosaurus rex n'était pas un coureur rapide. Sa vitesse maximale était probablement d'environ 16 km/h, soit à peu près celle d'un coureur humain moyen. Quant aux jeunes T-Rex, d'après les reconstitutions de nouveau-nés présentées par le Musée américain d'histoire naturelle, ils étaient étonnamment adorables.
de la taille de dinde, très élancé et recouvert d'un duvet de plumes. Le plus grand dinosaure terrestre connu est l'Argentinosaurus. Ce gigantesque animal pouvait atteindre jusqu'à 40 mètres de long pour 21 mètres de haut. À titre de comparaison, une baleine bleue moyenne mesure environ 21 mètres de long, ce qui permet de mieux visualiser l'énormité de ce dinosaure. Nombreux sont les dinosaures qui avaient des plumes, et pas seulement les oiseaux. Le plus grand dinosaure à plumes identifié est le Yutyrannus wally, dont le nom signifie « le tyran aux belles plumes ». Selon les chercheurs, ce superprédateur, apparenté au T-Rex, utilisait vraisemblablement ses plumes afin de conserver sa chaleur. Il est surprenant de constater que certains des plus grands dinosaures étaient en réalité des herbivores. Parmi eux, le brachiosaure et l'apatosaure, deux créatures colossales, qui se nourrissaient pourtant exclusivement de plantes. Aussi étrange que cela puisse paraître, il pourrait être possible de différencier une simple pierre d'un fossile de dinosaure rien qu'en les léchant. Bien que cette méthode ne semble pas très orthodoxe, il arrive même parfois aux paléontologues d'y avoir recours. En effet, un fossile collera légèrement à la langue en raison de sa porosité, ce qui ne sera pas le cas d'une pierre ordinaire. Lorsque les dinosaures ont vu le jour au cours de la période du Trias, il y a environ 230 millions d'années, les continents terrestres étaient regroupés en un unique supercontinent nommé Pangée. Durant les 165 millions d'années suivantes, la Pangée s'est lentement fragmentée, ce qui a conduit à la séparation de nombreuses espèces de dinosaures. Malgré la répartition des fossiles de dinosaures à travers le monde, la plupart sont retrouvés principalement dans 3 régions. Les Badlands de haute altitude en Chine, en Amérique du Nord et en Argentine, qui abritent les plus grandes quantités de fossiles facilement accessibles. En réalité, les fossiles sont présents un peu partout, mais ils sont plus aisément découverts dans les environnements désertiques où la végétation est rare. Fait intéressant, la majorité des os de dinosaures fossilisés ne sont plus des os à proprement parler. La fossilisation survient souvent lorsqu'un organisme se retrouve piégé entre des couches de sédiments ou de sable. Au fil de millions d'années, les restes se retrouvent entourés d'une couche d'eau, laquelle remplace les matériaux organiques d'origine par des minéraux. Ainsi, le fossile devient une copie semblable à une roche, plutôt que l'original. Le Triceratops arborait 3 immenses cornes sur la tête, mais ce sont ses dents qui étaient encore plus remarquables. Ce dinosaure possédait environ 800 dents, et de nouvelles poussaient continuellement tout au long de sa vie. Celles-ci étaient réparties en groupes de 36 à 40 colonnes, chacune contenant 3 à 5 dents empilées verticalement, les unes sur les autres. Certains dinosaures, à l'instar des oiseaux modernes, avaient des os creux qui servaient à stocker de l'air. Cette adaptation leur permettait d'améliorer leur capacité respiratoire, allégeant leur masse et leur permettant de respirer beaucoup plus efficacement. Le Nigersaurus avait la particularité de renouveler ses dents toutes les 2 semaines. Cette créature disposait de rangées successives de dents en réserve, dissimulées dans sa bouche. Lorsqu'un jeu de dents s'usait, il tombait et la rangée suivante prenait sa place. Contrairement à une extinction soudaine provoquée par la collision d'un astéroïde avec la Terre, l'extinction des dinosaures s'est déroulée progressivement. L'impact a sans doute déclenché une série d'événements qui ont modifié l'environnement terrestre. Ce processus s'est étendu sur plusieurs centaines, voire des milliers d'années, aboutissant à l'extinction de tous les dinosaures, à l'exception des dinosaures aviens. Le terme dinosaure provient du grec ancien où deinos signifie terrible et sauros signifie lézard. Le tout se traduit ainsi par lézard terrible. Bien que ce nom semble convenir à des prédateurs redoutables comme le T-Rex, il est beaucoup moins approprié pour de petites créatures comme le Mei. La rumeur voudrait que lorsque Sir Richard Owen, un biologiste anglais, a inventé le terme pour désigner ces créatures, il aurait entendu « terrible » dans un sens différent. Il les décrivait comme effroyablement grandes,
faisant référence à leur taille colossale, bien plus imposante que celle des reptiles découverts auparavant. Imaginez une créature dotée d'un corps rappelant celui d'une seiche, avec des yeux montés sur des tiges ressemblant à un serre-tête fantaisie, des nageoires ornant sa queue, et un long nez effilé qui se termine par une bouche garnie de dents, ou peut-être une pince. Et oui, le monstre de Tully est en chasse. C'est incontestablement l'une des créatures étranges que vous aimeriez le moins croiser en plongée sous-marine. Heureusement, cette espèce a disparu il y a 300 millions d'années. Découverte dans l'Illinois au cours des années 50, cette créature marine atypique a longtemps divisé la communauté scientifique quant à sa véritable nature. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'un vertébré, c'est-à-dire une créature dotée d'une colonne vertébrale, tout comme les humains. Toutefois, une équipe de chercheurs japonais a récemment étudié de nombreux fossiles du monstre de Tully, recourant à une technologie laser avancée pour les analyser en détail et en 3 dimensions. Bien que de nombreux mystères entourent encore le monstre de Tully, les scientifiques ont fini par déterminer qu'il ne possédait pas de colonne vertébrale. L'étape suivante a consisté à identifier quel type d'invertébré il pouvait être. Ressemblait-il à un Amphioxus, qui présente des similitudes avec les vertébrés, ou était-il plus proche des escargots et des vers? Ils ont également mis en évidence une segmentation au niveau de la tête, qui s'étendait depuis le corps. Une caractéristique absente chez les créatures dotées de structures osseuses. Pourtant, ces dernières années, certains scientifiques ont avancé l'hypothèse que le monstre de Tully pourrait être apparenté aux poissons sans mâchoire, comme les lamproies. Ces créatures, qui appartiennent au groupe le plus ancien de vertébrés, la superclasse des cyclostomes, ne sont guère plus plaisantes à regarder. Contrairement aux monstres de Tully, les lamproies ne sont pas éteintes. Elles continuent de hanter les océans, effrayant tantôt d'autres créatures, tantôt les humains, notamment dans les eaux des régions nord et ouest de l'Atlantique où elles vivent. Présentes depuis des millions d'années, elles sont même bien antérieures aux dinosaures. Il y a fort longtemps, bien avant l'existence des humains, vivaient les Euryptérides, des créatures singulières appartenant au groupe des arthropodes, qui comprend les araignées, les insectes et les crabes. Toutefois, les Euryptérides étaient bien différents de tout ce que vous pourriez imaginer. Leur corps, composé de nombreux segments, évoquait celui des limules. À la place des pattes, ils disposaient d'appendices particuliers situés à l'avant, utilisés comme des rames. Certains les surnomment même les scorpions de mer, ou les géants caparaçonnés, bien que la majorité des Euryptérides fussent de taille modeste, à l'exception notable du Jaekelopterus rhenaniae, un spécimen colossal pouvant atteindre une longueur impressionnante de 2,50 m. La prochaine fois que vous apercevrez un crabe déambulant sur une plage ou une araignée tissant sa toile, souvenez-vous de votre chance de ne croiser que des versions modernes et réduites de ses anciens parents, disparus il y a des centaines de millions d'années. Par ailleurs, certains Euryptérides étaient d'habiles prédateurs, rapides et agressifs, pourchassant leurs proies avec agilité, en dépit des courants. D'autres jouaient plutôt le rôle de charognards, se contentant de ramasser les restes qu'ils trouvaient au fond de l'eau, un peu comme une équipe de nettoyage des océans primitifs. Ces créatures singulières appréciaient particulièrement les environnements d'eau saumâtre, une eau dont la salinité se situe entre celle de l'eau douce et celle de l'eau de mer. Imaginez que vous flottiez tranquillement dans l'eau et que soudain, vous tombiez nez à nez avec cette créature. Non, ce n'est pas un étrange petit vaisseau spatial. Vous ne la croiserez pas non plus dans l'espace, même si son allure, semblable à ces créatures extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction, pourrait s'y prêter. En réalité, vous la verriez flotter dans la mer. Il s'agit d'un animal minuscule, mais doté d'énormes yeux, nommé Dolocaris. Ces globes oculaires représentaient à eux seuls environ un quart de la longueur totale de son corps. Cet aspect presque extraterrestre le fait ressembler à une créature vivant dans les océans souterrains de mondes comme Europe, une lune de Jupiter, ou Titan, la plus grande lune de Saturne. On pourrait même imaginer des êtres semblables à Dolocaris nous réserver un accueil chaleureux lorsque nous poserons un jour le pied sur Mars. Dolocaris possédait une vue remarquable. Toujours en alerte, il surveillait le moindre mouvement autour de lui. Dès qu'il repérait une activité, il projetait sans hésitation ses appendices hérissés de pointe vers l'avant. Bien qu'ils ressemblent à des outils de serrurier au premier regard, ces appendices lui servaient en fait à capturer de petits arthropodes. Ce qui est étonnant, c'est que malgré son excellente vision, Dolocaris passait l'essentiel de son temps à chasser des proies dans des eaux claires et peu profondes. Pourtant,
Les fossiles retrouvés par les scientifiques se situent dans des couches rocheuses habituellement associées à des habitats sombres, semblables à ceux où vivent aujourd'hui des espèces comme les crinoïdes des abysses ou les calamars vampires. Cela semble paradoxal, mais une hypothèse propose que ces créatures des grands fonds vivaient jadis dans des eaux peu profondes, avant que les changements géographiques de la Terre ne les conduisent vers les profondeurs. L'origine exacte de Dolocaris reste un mystère. Il pourrait appartenir au groupe des arthropodes, un réservoir fascinant de créatures étranges. Certains pensent qu'il pourrait avoir un lien de parenté avec les crevettes mantes, tandis que d'autres le comparent à des crustacés aveugles et vermiformes, habitant les sombres cavernes sous-marines. Regardez maintenant ce ver gigantesque enfoui sous le sable des fonds marins, attendant patiemment qu'une proie passe à sa portée. Ces créatures anciennes étaient des chasseresses redoutables, parfaitement camouflées dans leurs tanières sablonneuses. Aujourd'hui, 20 millions d'années plus tard, les scientifiques ont mis au jour les traces de leurs repères secrets. Le terrier découvert, en forme de lettre L, a été retrouvé dans d'anciens sédiments au large des côtes de Taïwan. Il mesurait environ 2 mètres de long, mais n'excédait pas 3 cm de diamètre. C'est dans ces abris que vivaient les ancêtres des actuels vers Eunis aphroditois. Ces créatures ont traversé les âges et peuvent mesurer d'à peine quelques centimètres jusqu'à atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres. Une créature plutôt étrange régnait sur les cieux nord-américains à la fin de l'ère des dinosaures. Connue sous le nom de Quetzalcoatlus, elle survolait des espèces emblématiques comme le tyrannosaure et le tricératops, affirmant son statut de souverain absolu du ciel. Ce géant ailé appartenait à un groupe de reptiles volants appelés ptérosaures, qui figurent parmi les plus imposants animaux volants jamais identifiés. Imaginez un Quetzalcoatlus aussi grand qu'une girafe. Ces créatures extraordinaires arboraient de longs coups, de petits corps, des pattes élancées et des ailes qui, bien que massives, semblaient courtes au regard de leur taille. Les spécimens les plus imposants détiennent le record de plus grandes créatures volantes de l'histoire. Leurs crânes, allongés et effilés, étaient parfois ornés de petites crêtes situées à l'arrière de la tête. Pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés sur les méthodes de chasse de ces impressionnants ptérosaures. Certains ont supposé que le Quetzalcoatlus, à l'instar de ses proches, agissait comme un gigantesque vautour, se nourrissant de charognes trouvées ici et là. Cette hypothèse venait du fait que ces fossiles avaient été découverts loin des zones côtières, contrairement à ceux d'autres grands ptérosaures comme le ptéranodon. D'autres spécialistes pensaient que ces animaux excellaient dans l'art du glanage, en planant au-dessus des cours d'eau douce pour attraper des poissons. Cependant, il semblerait que le Quetzalcoatlus ait été un prédateur redoutable, doté d'aptitudes de chasse exceptionnelles. La manière précise dont il capturait ses proies demeure néanmoins un mystère. Voici une autre découverte fascinante. Un fossile particulier, Haotia quadriformis, qui représente la plus ancienne trace de tissu musculaire jamais mise au jour. Ce fossile appartient à un groupe d'animaux, les cnidaires, qui inclut des créatures modernes comme les méduses, les coraux et les anémones de mer. Et avouez qu'il a une apparence vraiment unique, n'est-ce pas? Ce fossile présente des faisceaux de fibres organisés selon un motif symétrique en 4 volets, un agencement semblable à ce que l'on observe chez les cnidaires actuels. Cette structure est sans équivalent parmi les fossiles datant de l'Édiacarien, entre 635 et 540 et 1 million d'années avant notre ère. Bien qu'il puisse sembler étrange, ce fossile joue un rôle clé pour comprendre l'évolution du tissu musculaire chez les animaux. Grâce à de tels muscles, les organismes, nous y compris, ont pu développer de nouvelles stratégies alimentaires et explorer de nouvelles possibilités. Les muscles fossilisés étant extrêmement rares, les chercheurs doivent généralement s'appuyer sur des observations liées à l'alimentation, à la reproduction ou à la locomotion des animaux pour mieux les comprendre. Ce fossile extraordinaire suggère que l'apparition des animaux pourrait remonter à une époque encore plus ancienne que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Tout semble drôle quand tu es une hyène géante, Pachycrocuta. Si tu veux te représenter à quoi ressemblaient les animaux des temps anciens, imagine-les bien plus gros, avec des dents plus longues et plus pointues. Et c'est déjà pas mal. C'est qu'il fallait être une bête puissante pour survivre à une époque où tout ton entourage était de taille 5XL. Cette hyène mesurait jusqu'à 1 mètre de haut pour un poids de 180 kg. C'est à peu près la taille d'un lion moderne et environ 3 fois plus que celle de la hyène d'aujourd'hui. Cet animal préhistorique
avaient aussi des pattes plus courtes, ce qui explique aussi l'extinction de nombreux spécimens de cette époque. Au fil du temps, elles ont manqué de nourriture, mais ne pouvaient pas courir assez vite ou assez longtemps pour attraper leur proie. De plus, elles ne pouvaient pas non plus s'échapper assez vite si elles étaient elles-mêmes chassées. Les hyènes anciennes, ainsi que les modernes, ont des habitudes assez similaires. Leur régime alimentaire, de la viande et encore de la viande. Mais elles préfèrent toutes deux voler de la nourriture à d'autres prédateurs, généralement plus petits, plutôt que d'aller chasser par elles-mêmes. Et bien sûr, elles sont toutes deux toujours en train de rire, à gorge déployée. On s'imagine toujours que les requins sont des animaux marins dont on devrait avoir peur, n'est-ce pas ? Mais pas les baleines, qui semblent plutôt inoffensives, qui mangent tranquillement leur plancton, qui projettent de l'eau par le trou qu'elles ont sur le dos, et tout ça. Bien sûr, elles peuvent être un peu maladroites de temps en temps, et renverser un bateau. Quoi qu'il en soit, elles ne sont pas très portées sur la chasse aux humains. Eh bien, si nous vivions à l'époque de cette baleine de 15 mètres et 50 tonnes, Léviathan, disons simplement qu'aller à la plage ne serait pas vraiment la même expérience. La bête pesait l'équivalent de 6 éléphants et était plus longue qu'un camion. Elle avait des dents plus longues que ta paume et un instinct de chasse assez prononcé. Elle s'en prenait donc à tous les animaux marins, y compris les autres baleines. Son seul rival était le mégalodon, le requin le plus grand et le plus effrayant qui ait jamais vécu sur notre planète. Bien sûr, cette liste est pleine d'animaux géants et dangereux aux dents extra tranchantes, et on est plutôt rassuré qu'ils aient disparu. Mais il y a aussi un proche parent d'un être humain ici. Bonjour, cher... cousin éloigné, Paranthropus. Notre cousin P avait un gros cerveau, en tout cas pour l'époque, et de bons réflexes. C'est pourquoi il pouvait se défendre contre des créatures plus grosses et moins malines qui le poursuivaient. Il mangeait principalement des plantes, des racines, des noix, des fruits mous, de jeunes feuilles, probablement des insectes et des graines. Il mesurait environ 1,50 m et pesait 70 kg. Il n'était pas si grand que ça par rapport à d'autres mammifères préhistoriques, mais tout de même assez gros pour survivre à ces temps difficiles. Bien joué, P. Le suivant est un mammifère préhistorique, Gorgonopsia, ou plutôt un croisement entre un mammifère et un reptile, avec bien sûr de très grandes dents en forme de sabre de 13 cm, un crâne de 45 cm de long et la taille d'un ours moderne. À ses débuts, il était relativement petit, pas plus gros qu'un chien. Mais au bout d'un moment, l'évolution a fait son œuvre et l'a transformé en l'un des plus grands carnivores de son époque il y a plus de 250 millions d'années. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il avait une peau claire, de la fourrure ou des écailles, mais ils savent que cette bête avait des pattes plutôt longues par rapport au reste de son corps, ce qui signifie qu'elle pouvait courir beaucoup plus vite qu'un grand nombre d'autres animaux de l'époque. Andrewsarchus, ou Andy pour les intimes, ressemble en tout point aux prédateurs d'aujourd'hui comme les tigres, les loups ou les hyènes. Mais dans une version un peu plus intimidante, bien sûr avec des dents extrêmement pointues. Qui aurait cru que le plus gros mammifère carnivore qui ait jamais vécu faisait en fait partie de la famille dont sont issus les cochons, les chameaux et les antilopes. Il avait la taille d'un bison moderne avec un poids d'au moins une demi-tonne. Andy n'était pas très difficile quant à son alimentation, alors il s'en prenait à la plupart de ses contemporains il y a environ 40 millions d'années. Il semble que dans les temps anciens, les tigres et autres prédateurs avaient peur des cochons, et non l'inverse comme aujourd'hui. Attention, voici le cochon Terminator, Entélodon. Les recherches ont en fait montré qu'il était davantage comme les hippopotames, les baleines et son cousin Andy. Mais ce surnom est génial, alors gardons-le. Les premiers cochons Terminator n'étaient pas plus gros que les porcs d'aujourd'hui, mais ils ont grandi pour atteindre la taille d'une vache au fil du temps. Ils avaient aussi un groin court, mais quelques millions d'années plus tard, l'évolution a décidé que ce n'était pas assez effrayant et a allongé leur mâchoire inférieure et supérieure. Ils ont aussi hérité d'une série de canines encore plus tranchantes. Ouf! Enfin un mammifère ancien que tu n'as pas à craindre. Du moins, si tu ne te trouves pas sur son chemin, car si ce géant te marchait dessus par accident, splash! Mais au moins, son menu était composé de plantes, donc tu serais en sécurité à ses côtés. Laisse-nous te présenter ce gentil géant, la bête du tonnerre, Brontotherium. Il avait une corne nasale assez robuste, pesait 3 tonnes et mesurait 5 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un rhinocéros moderne. Sa taille, malheureusement, ne l'a pas beaucoup aidé. Andy était toujours en train de le chasser, lui et ses compagnons. Une telle liste ne peut certainement pas omettre le fameux chat à dents de sabre. Environ 1,20 m de long, 45 kg, agile, tout à fait capable de chasser en meute coordonnée.
Mais tu connais les chats, ils aiment se vanter des prises qu'ils font seuls. Voici donc Mégane, Mégantéréon, que tu pouvais trouver avec ses compagnons dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Afrique. On pense souvent que tous les grands chats aiment courir après leur proie, mais Mégane n'était pas du tout bâtie pour la vitesse et ne sprintait pas après ses proies comme certains autres félins. Non, elle préférait attendre que sa proie se rapproche. Elle choisissait un bon endroit, grimpait dans un grand arbre, se cachait et se reposait. Au bout d'un moment, d'innocents herbivores s'approchaient pour boire et, bim, surprise, Mégane était déjà à terre. Son style de chasse ressemblait à ce que l'on peut observer chez les léopards modernes. Les dents étaient son arme principale. Il fallait faire attention à ses grosses canines supérieures. Maintenant, enfin un nom relativement facile à prononcer, l'Arctodus. Cette bête pouvait courir jusqu'à 65 km/h. Après avoir coincé sa proie, l'ours géant se dressait de toute sa hauteur, 4 mètres, pour que le pauvre animal sache que son sort était scellé. Les ours des cavernes préfèrent généralement les végétaux, mais pour cet ours géant, la viande avait bien meilleur goût. Il aimait chasser et ramasser ce que les autres prédateurs laissaient derrière eux. Voici maintenant Léo, le lion préhistorique. Thylacoleo, 1,50 m de long, 90 kg, des mâchoires incroyablement puissantes, des dents pointues, de longues griffes rétractables, un corps musclé, une belle peluche. Il avait aussi une queue étonnamment puissante. Léo vient en réalité du continent australien où vivaient les kangourous ancestraux, qui avaient aussi une queue assez forte pour s'équilibrer. En parlant de kangourous, voici une petite surprise. Les racines de Léo. On pourrait croire que les kangourous, les koalas et les wombats géants ont toujours existé pour mener une vie paisible jusqu'à ce qu'ils deviennent le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Mais leur famille a donc abrité un animal qui ressemblait à un tigre à dents de sabre, avec de plus grandes dents. Bien joué Léo, tu as brisé les stéréotypes. Léo était quasiment au sommet de la chaîne alimentaire à son époque, même s'il avait un rival assez fort, un varan géant, Mégalania, ou même un crocodile géant, Quinquana. Mais ce n'est pas une vidéo sur les reptiles, alors attendez votre tour. À l'ère préhistorique, les dinosaures régnaient sur toutes les régions, semant le chaos, tandis que les autres animaux tremblaient de peur et se cachaient. Pas si vite, messieurs les dinos. Voici Monsieur R, Répénomamus, un mammifère mystérieux qui a décidé de tenir tête aux autorités. Il est apparu il y a 130 millions d'années, ressemblait à un blaireau et mesurait 1 mètre de long. Ce ne semble pas beaucoup comparé à un T-Rex et à d'autres animaux plus massifs, mais il était bien plus grand que certains de ces dinosaures à plumes de la même époque. Et ce n'est pas tout, il les mangeait. Nous ne savons pas comment exactement, mais disons simplement que Monsieur R avait ses propres méthodes. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début,
Tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent comme des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises.
Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qu'il avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine un mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Chaque espèce sur Terre, que ce soit vous, moi ou ce voisin insupportable, est destinée à disparaître un jour, tout comme les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre. Les statistiques ne sont pas réjouissantes. Les scientifiques estiment que 99% de toutes les espèces animales ayant jamais existé sont aujourd'hui éteintes. Enfin, pas la peine de faire cette tête. Disparaître n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez plutôt, les mammouths pourraient ni réaliser le plus grand retour de tous les temps et même être la clé permettant de sauver l'humanité. Certes, ils ne vont pas nous distribuer de l'argent pour que nous puissions arrêter de travailler, mais ils pourraient contribuer à atténuer la crise climatique de notre planète. Dans la toundra arctique existe un type de sol appelé permafrost. C'est un sol gelé en permanence. Il devient le permafrost lorsqu'il reste extrêmement froid pendant 2 années consécutives. Mais actuellement, ce permafrost fond rapidement. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, car en fondant, il libère une grande quantité de carbone dans l'atmosphère. Mais que se passerait-il si de grands animaux comme les mammouths vivaient encore là-bas aujourd'hui? Ils remueraient le sol, ce qui lui permettrait de geler plus profondément en hiver. Puis, en été, une couverture herbeuse aiderait à le maintenir au frais et à l'empêcher de fondre. Certains scientifiques pensent que c'est une excellente solution. Et il existe maintenant une entreprise aux États-Unis qui essaie de ressusciter les mammouths. Bon, soyons honnêtes, ce ne seront pas de véritables mammouths, mais une sorte d'hybride entre un éléphant et 1% d'ADN de mammouth. Un éléphant du Nord, en somme. Obtenir l'ADN d'un mammouth est plus simple que vous ne l'imaginez. Ils ont en effet disparu il y a seulement 10 à 14 000 ans et les scientifiques espèrent créer leur premier hybride d'éléphant mammouth d'ici 2027. Espérons que ça ne tournera pas en un véritable Jurassic Park. Ah, l'Australie, un lieu de cauchemar et un sanctuaire pour les créatures les plus fascinantes sur Terre. C'est ici qu'un triste destin a frappé le tigre de Tasmanie, également connu sous le nom de thylacine.
Ne le confondez pas avec le diable de Tasmanie qui vit encore et prospère sur cette île. Le thylacine était un prédateur marsupial que l'on trouvait en Australie, au sud de la Tasmanie, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. C'était un animal nocturne qui chassait d'autres marsupiaux, comme les kangourous. Dans les années 30, les agriculteurs ont commencé à prétendre que les thylacines s'en prenaient à leur bétail. Avec le recul, c'était probablement exagéré. Mais les Australiens ont commencé à chasser ces pauvres thylacines jusqu'à l'extinction. Il s'avérerait par la suite qu'éliminer ce prédateur crucial n'était pas la meilleure idée. Qui l'eût cru? Voyez-vous, les thylacines jouaient un rôle essentiel en régulant les populations d'animaux nuisibles. Une fois disparue, la faune australienne s'est trouvée gravement déséquilibrée. 35% des extinctions totales de mammifères sur Terre se sont produites ici, un triste record mondial. Cela peut sembler lugubre, mais attendez, nous pourrions bien y remédier. Vous vous souvenez de cette entreprise dont nous avons parlé? Elle envisage aussi de ramener le thylacine à la vie. Heureusement, de nombreux embryons sont encore conservés dans des bocaux comme de répugnants cornichons. Si nous les réintroduisons en Tasmanie, cela pourrait revitaliser tout l'écosystème. Seriez-vous heureux de les voir retourner à l'état sauvage? Moi oui. Mais ce qui serait encore mieux, ce serait que vous vous abonniez pour rester informé sur ces faits étonnants tout au long de l'année. Nous plaçons aussi de grands espoirs dans de plus petites créatures. Voici le Mount Hotham Ski Resort dans l'État de Victoria, en Australie, où vous pourriez découvrir l'opossum nain des montagnes, qui est incroyablement mignon. Ces petits animaux sont très rares. Nous avons même cru qu'ils étaient éteints, car tout ce que nous avions, c'était leurs fossiles. Mais un jour, en 1966, un skieur a découvert un opossum dans un tas de bûches qui bordait son chalet. Imaginez faire une telle découverte pendant vos vacances. Ces petits opossums passent jusqu'à 7 mois de l'année à dormir sous la neige. Ils se réveillent de temps à autre pour grignoter leurs provisions. Puis au printemps, ils s'activent pour manger encore davantage, trouver un partenaire et retourner en hibernation. Difficile de ne pas se reconnaître, n'est-ce pas? Et puisqu'ils sont mentionnés dans cette vidéo, vous pouvez deviner qu'ils sont gravement menacés. Il en resterait moins de 2000 à l'état sauvage. Cela est dû au fait que leur habitat actuel n'est pas adapté à leurs besoins. Mais réjouissons-nous, car nous pouvons aussi les aider. Voyez-vous, il y a environ 20 millions d'années, les ancêtres de ces opossums vivaient dans des forêts de basse altitude. Peut-être se porteraient-ils mieux si nous les réintroduisions dans un tel environnement? Bien sûr, nous ne pouvons pas simplement les balancer dans les bois en espérant qu'ils survivent. Les scientifiques prévoient plutôt de les relâcher progressivement et d'observer comment ils s'adaptent. Espérons que ces adorables créatures s'adapteront à leur nouvel habitat forestier. La grenouille Rheobatrachus, également surnommée la grenouille ornithorynque, était une créature unique en son genre. Découverte en 1972 dans le Queensland australien, ces pratiques de reproduction étonnantes ont stupéfié les chercheurs. Imaginez plutôt, la mère grenouille avale ses œufs, transformant son estomac en utérus. Ensuite, elle ne mange plus du tout pendant 6 semaines. Je ne pourrais jamais faire ça. Pendant ce temps, les têtards éclosent dans son ventre, commencent à grandir et deviennent si grands que la mère doit littéralement respirer par sa peau. Puis, elle expulse ses petits un par un. Burk. Ce processus extraordinaire est une remarquable réussite évolutive, ce qui explique pourquoi il a tant captivé les chercheurs. Hélas, cet émerveillement devait être de courte durée. Vers le milieu des années 80, toutes les espèces connues de ces grenouilles avaient disparu de leurs habitats. Pourquoi? Nous n'en avons aucune idée précise. Il existe de nombreuses théories, mais presque aucune preuve pour les étayer. Finalement, ces grenouilles ont été officiellement déclarées éteintes. Mais tout a changé en 2013 lorsque les scientifiques ont lancé un projet révolutionnaire baptisé Projet Lazarus. Ils espèrent ressusciter ces grenouilles en expérimentant des techniques de clonage novatrices. Êtes-vous prêts à adopter leur méthode de conservation génétique? Moi non plus. Mais allons plus loin, en plongeant littéralement dans les eaux. Voici le coelacanth. Cette créature habitait les océans à l'époque des dinosaures et n'a même pas remarqué l'astéroïde qui est passé par là. Ces poissons sont les Mathusalem de la mer. Ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans et ne commencent à envisager la reproduction qu'à partir de 55 ans. Au moins,
ils ont beaucoup de temps pour profiter de la vie. Nous pensions que cette créature avait disparu il y a environ 65 millions d'années, mais le premier spécimen de Latimeria a été découvert au large de la côte sud-africaine en 1938. Aujourd'hui, ils sont connus sous le nom de fossiles vivants. Et ces poissons sont énormes. Ils pèsent environ 90 kg et sont également stylés, avec ces nageoires lobées qui les font ressembler à des boules à facettes. Ce sont aussi d'excellents acrobates. Grâce à ces nageoires polyvalentes, ils peuvent même faire le poirier et nager sur le dos. Le kélacanthe est également casanier. Il est plutôt léthargique et préfère passer ses journées dans des grottes sous-marines, ne sortant que la nuit pour grignoter de petits poissons et autres calamars. Encore un animal qui me ressemble littéralement. Nous faisons de notre mieux pour préserver cette espèce, et je ne serais guère surpris qu'elle nous survive à tous. Et enfin, parlons du spécimen le plus grand et le plus maladroit de tous les oiseaux incapables de voler de Nouvelle-Zélande, le takahe de l'île du Sud. L'histoire du takahe remonte à l'ère du Moyen-Âge. Les hommes les ont involontairement chassés jusqu'à l'extinction, et à la fin du 19e siècle, on pensait qu'ils avaient complètement disparu. Mais en 1948, ils ont été redécouverts en Nouvelle-Zélande. Ces pauvres créatures avaient fait de leur mieux pour se cacher dans les montagnes, mais nous les avons finalement retrouvés. Cependant, les choses ont changé. Depuis cette redécouverte, nous avons tout mis en œuvre pour les préserver de l'extinction. Un programme de rétablissement des takahe a été mis en place et il a porté ses fruits. La population de ces oiseaux a considérablement augmenté. En 2023, la population de takahe a atteint environ 500 individus. Ils sont désormais considérés comme vulnérables au niveau national, et non plus comme en danger critique d'extinction. C'est un menu progrès, mais un progrès tout de même. Continuons sur cette lancée. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains.
Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux,
mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries, et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire, et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retriever mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 3,6 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant.
Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le velociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes. Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut
et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable.